eingestellt hat. Und dann habe ich Schwierigkeiten, warum hat er einen jüdischen Kraftfahrer benutzt, warum war Frau Exner auch nicht gerade arisch, nicht wahr? Dans l'histoire du Troisième Reich, peu de noms évoquent une proximité aussi directe avec Hitler que celui de Rochus Misch. Il fut son garde du corps, opérateur téléphonique et assistant de confiance pendant plus de 5 ans. De la chancellerie du Reich à la résidence alpine du Berghof, jusqu'au bunker de Berlin, Misch a été témoin de l'ascension, de l'effondrement et de la fin du régime nazi depuis l'intérieur. Il assista aux dernières instructions, aux trahisons internes et à la chute finale du Führer. Il n'occupait aucun poste de commandement, mais il fut présent à chaque moment décisif. Son témoignage, resté longtemps silencieux, offre un regard brut et sans phare sur le fonctionnement du pouvoir dans sa forme la plus extrême. Ce documentaire retrace son récit, celui du dernier garde du corps d'Hitler et la vérité que lui seul pouvait révéler. La première rencontre avec Hitler, une impression inoubliable. Rochus Misch vint au monde en juillet 1917, au moment même où l'Empire allemand s'effondrait après la Grande Guerre. Sa naissance coïncida avec la mort de son père, blessé sur le front, et marqua le début d'une enfance placée sous le signe de la perte. Peu après, une pneumonie emporta sa mère et un accident coûta la vie à son frère, le laissant orphelin avant même d'avoir atteint l'âge de 5 ans. Il grandit auprès de ses grands-parents à Alt-Schalkowitz, un village rural de Haute-Silésie où le passé familial restait tu. On ne parlait pas de sa mère, il n'y avait pas de photographies sur les murs et les souvenirs étaient absents. Dans cet environnement austère, il trouva néanmoins une certaine stabilité. Il alla à l'école, jouait de la mandoline et montra des talents pour le dessin, ce qui poussa son grand-père à l'orienter vers une formation pratique. À peine âgé de 20 ans, il recevait déjà des commandes inspirées des Jeux olympiques de Berlin, ce qui lui permit d'intégrer l'école des beaux-arts de Cologne et de perfectionner des techniques scénographiques, de dorure et de peinture ornementale. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux en 1936, Misch vit Hitler de près pour la première fois. L'allure, l'uniforme et la réaction du public le marquèrent profondément. L'espace d'un instant, il s'imagina faire partie de son escorte, une image fugace qui, sans qu'il le sache, anticipait son avenir immédiat. À la fin de 1937, dans un contexte de précarité économique et d'exaltation nationaliste, il intégra la SS. Ce n'était pas le fanatisme qui le motivait, mais la promesse de stabilité, un salaire fixe et une place définie dans la société. Il fut affecté à la Leibstandarte SS Adolf Hitler, l'unité d'élite créée comme escorte personnelle du Führer, où il servit comme simple soldat durant les années précédant le conflit. En 1939, il participa à la campagne de Pologne et fut grièvement blessé au combat. Durant sa convalescence, son ancien commandant, qui le connaissait bien, le proposa pour une nouvelle affectation. Depuis la chancellerie du Reich, une demande spécifique arriva. On cherchait un homme discret pour des fonctions de téléphoniste et d'accompagnateur du chef. Le haut commandement, ayant appris que Misch était le dernier fils encore en vie de sa famille, décréta qu'il ne devait pas retourner au front et qu'il devait être affecté à des tâches à l'arrière. En 1940, il fut transféré à Berlin sans explication particulière. On le présenta au Begleitkommando et, en quelques heures, il se retrouva à la chancellerie. Le changement fut soudain. D'un environnement rural, il passa à vivre au cœur du régime. On lui attribua une chambre simple, d'où il commença à exercer des fonctions internes comme la distribution de documents et la messagerie. Le Begleitkommando ne s'occupait pas seulement de la sécurité personnelle d'Hitler. Il organisait également les déplacements, recevait les visiteurs, gérait les communications et assurait les routines privées du dictateur. Misch commença son service dans le secteur de la téléphonie, un travail qui lui plut rapidement. Il appréciait la précision du système, qui devait fonctionner sans la moindre erreur, car tout ce qui concernait le Führer devait être exécuté avec exactitude. Les journées étaient divisées en rotation entre la garde, la messagerie et la téléphonie. Certains devaient remettre des messages directement au bureau du chef, d'autres accompagnaient les visiteurs selon l'endroit où Hitler les recevait, le salon d'hiver, la salle des fumeurs ou le bureau privé. Peu importait qui arrivait, un haut gradé ou un invité étranger, la procédure était toujours la même. Retirer le manteau,
l'accompagner discrètement et le remettre aux mains de l'aide de service s'il était disponible. En son absence, les membres de l'équipe devaient eux-mêmes assurer cette tâche. L'une des choses qui surprit le plus Misch fut la facilité avec laquelle on accédait à la zone privée du Führer. Depuis une entrée latérale de service, seulement quelques marches séparèrent le visiteur des appartements du chef du Reich. Il n'y avait ni poste de contrôle, ni garde visible, ni filtres officiels. La proximité avec le pouvoir, qu'il avait observé depuis la foule en 1936, faisait désormais partie de son quotidien. Cependant, cette proximité n'éliminait pas la tension. Durant ses premiers jours à la chancellerie, Rochus Misch ressentait une inquiétude constante. La simple idée d'une rencontre fortuite avec Hitler le mettait dans un tel état de nervosité qu'il évitait toute coïncidence imprévue. Suivant les conseils de son collègue Erich Kroth, il commença à utiliser des accès secondaires et des itinéraires alternatifs pour éviter le vestibule principal. Il se répétait qu'il devait gagner en assurance avant d'affronter cette situation, même s'il savait, au fond de lui, que ce moment ne tarderait pas à arriver. Et ce fut le cas. La rencontre eut lieu sans aucun préavis. Lors d'une conversation informelle avec Wilhelm Bruckner dans le bureau de l'adjoint, ils parlèrent de leur expérience lors de la campagne de Pologne et des décorations obtenues. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Hitler apparut, portant une enveloppe. L'officier tenta de faire les présentations, mais le Führer, apparemment distrait, posa uniquement une brève question sur ses origines. En apprenant que Misch venait de Haute-Silésie, il lui remit le document avec une instruction précise. Il devait le remettre personnellement à sa sœur Paula, à Vienne. Cet échange fut bref, direct et dénué de toute solennité. À partir de ce moment, Misch sentit que sa peur initiale commençait à se dissiper. Avec le temps, cette image lointaine du chef suprême du Reich commença peu à peu à s'effacer. Dans ses relations quotidiennes, Hitler manifestait des gestes simples, et dans sa vie privée, loin des cérémonies officielles, prédominait une conduite sobre. Ce premier contact inattendu et fonctionnel marqua le début d'une familiarité croissante. Quelques jours plus tard, cette proximité prit une tournure plus personnelle lorsqu'il se rendit à Vienne pour accomplir sa mission. Là, au 4e étage d'un immeuble sans signalisation, l'attendait Paula Hitler. La rencontre fut brève, cordiale et empreinte d'une curiosité contenue. Elle offrit du thé et posa des questions sur son frère, s'intéressant aux détails du quotidien. Misch, qui n'était en poste que depuis quelques jours, avait peu de choses à raconter. Il resta néanmoins près d'une demi-heure. Parallèlement, il fit la connaissance du groupe de collaborateurs proches de Hitler. Des figures comme Adolf Dier lui expliquèrent les rouages internes du fonctionnement, lui révélant des secrets apparemment insignifiants, mais en réalité très révélateurs. Il apprit par exemple que le pseudonyme « Loup » était utilisé pour enregistrer des hébergements de façon discrète. On lui raconta aussi que certains serveurs allèrent jusqu'à vendre les couverts utilisés par le Führer. Les vétérans partageaient ces anecdotes avec naturel. Beaucoup d'entre eux avaient des numéros d'adhésion au parti très bas, mais occupaient des postes sans rang militaire élevé. La formalité était minimale entre eux. Dans les couloirs, on ne saluait pas le bras tendu. Seul Hitler recevait le salut officiel et même dans ce cas, il y répondait rarement. Malgré cela, il connaissait chacun par son nom et son visage. C'est dans cet environnement, où l'autorité s'exerçait avec fermeté mais sans rigidité apparente, que Rochus Misch reçut sa nouvelle affectation. Durant l'hiver de 1940, il fut transféré au Berghof, la résidence alpine où Hitler alliait retraite personnelle et exercice du pouvoir. Le trajet depuis Berlin se faisait par des vols discrets, sans insignes officiels ni escorte visible. Une fois arrivé aux abords de Salzbourg, un véhicule le conduisait directement jusqu'au sommet de l'Obersalzberg. Pour Misch, le paysage n'était pas totalement inconnu. Il le connaissait déjà pour y avoir effectué des manœuvres avec la Leibstandarte. Mais cette fois-ci, ce n'était ni un exercice ni une mission temporaire. Il entrait, sans le savoir, dans le noyau réservé du régime. Le Berghof avait conservé la structure d'une ancienne maison rurale, bien qu'agrandie jusqu'à devenir une résidence monumentale. La salle principale, revêtue de bois et décorée de tapis orientaux, s'ouvrait sur une baie vitrée, offrant une vue spectaculaire sur la vallée.
Cependant, de nombreux visiteurs préférèrent la chaleur du salon d'origine, où le poêle en céramique créait une ambiance plus intime et recueillie. Le personnel de sécurité ne logeait pas dans le bâtiment principal. Il dormait dans un pavillon séparé, d'où l'on observait discrètement l'activité quotidienne. On enregistrait l'arrivée des fonctionnaires, les promenades d'Eva Braun et les réunions privées tenues en coulisses. Bien que la routine fût encadrée, elle n'obéissait pas à une rigueur stricte. Les journées mêlaient randonnées en montagne, goûters dans la maison de thé et séances de cinéma nocturne. Les films, pour la plupart américains, étaient projetés en silence. Hitler les regardait attentivement, sans faire de commentaires. Eva Braun occupait une position particulière. Bien qu'elle passât inaperçue publiquement, son influence en privé était évidente. Elle avait un accès direct aux espaces du Führer et organisait des rencontres informelles en son absence. Dans ces moments-là, l'atmosphère changeait complètement. Musique, lumière tamisée, un peu de vin et des conversations détendues entre membres du personnel. Les gardes du corps, comme Misch, étaient chargés de divertir les invités. Bien qu'ils partageassent le même cadre, les interactions avec elle restaient minimales. Elle était présente, mais distante. Misch se souviendrait que lorsque sa fille naquit, Eva Braun lui fit parvenir un panier de cadeaux. Un geste inattendu qu'il attribua à l'intervention d'Albert Bormann, qui avait sans doute transmis la nouvelle. C'était un détail qu'il conserverait avec affection. Dans ces petits gestes se révélait une facette moins connue du cercle intime. Selon Misch, Hitler entretenait un comportement poli et réservé. Il n'imposait jamais son autorité de manière directe, mais sa seule présence suffisait à créer une tension dans l'atmosphère. Malgré cette distance, il manifestait une certaine préoccupation pour son entourage. À plusieurs reprises, il envoya au front des employés administratifs sans expérience militaire, en affirmant qu'il ne pouvait refuser les demandes d'unité telles que la Leibstandart. Cette décision provoqua des frictions. Ces soldats de bureau, comme les appelait Misch, ne parvenèrent pas à s'intégrer parmi les vétérans, et plusieurs d'entre eux périrent. Hitler, dit-il, regretta ces pertes, mais lorsque les veuves commencèrent à arriver à la recherche d'explications, il était déjà impossible de revenir en arrière. Dans ce contexte, Martin Bormann se distinguait comme la figure qui contrôlait réellement les lieux. Selon Misch, le complexe avait été construit sur ses ordres, et non par initiative directe d'Hitler. Même le Kelstein-Haus, connu à tort comme la maison de thé de Hitler, avait été conçu à des fins protocolaires. Le Führer le visita à peine et ne montra jamais un intérêt particulier. Bormann, en revanche, supervisait chaque accès, chaque ordre et chaque recoin. Il contrôlait les environs avec une autorité qui excluait même les plus hauts gradés. « Nous n'étions que des gardes du corps », dirait Misch. Lui, c'était le maître de tout. Sa relation avec Bormann, bien que marquée par le respect, incluait des épisodes révélateurs. Le chef de la chancellerie interdisait de fumer dans les résidences et se montrait inflexible sur les questions de discipline. Mais il savait aussi faire preuve de compréhension. Lorsque le fils de Misch naquit, ce dernier demanda à un chauffeur de confiance d'aller chercher son épouse. Bormann n'hésita pas. Il envoya une Mercedes pour la ramener. Misch n'oublia jamais ce geste. Malgré sa dureté, il était juste. En contraste, Misch remarqua que la relation entre Hitler et Albert Speer se distinguait par un ton plus proche. Ils partageaient une affinité pour l'architecture. Il était fréquent de les voir discuter de plans, d'esquisses et de projets. Hitler proposait des modifications. Speer répondait avec des calculs et des ajustements. Leur collaboration était constante. Ce n'était pas une relation de subordination, mais un dialogue direct entre deux interlocuteurs. Sur son bureau à Berlin, parmi des documents techniques, Speer conservait aussi des objets personnels. L'un d'eux attirait particulièrement l'attention. Une lettre manuscrite adressée à l'ancien héritier de la dynastie des Hohenzollern après la mort de l'impératrice. Contrairement au protocole habituel, cette missive n'utilisait pas le titre de Führer. Elle désignait Hitler comme « Monsieur le chancelier du Reich ». Une nuance subtile, mais significative. Malgré son importance, le document ne fut jamais exposé publiquement. Dans les expositions consacrées aux Hohenzollern, il demeure absent. Pour Misch, l'expérience était ambivalente.
D'un côté, il bénéficiait d'un statut privilégié, logement pris en charge, primes spéciales et libre circulation dans le réseau ferroviaire. Mais il ne pouvait s'empêcher de percevoir le contraste. Le calme au sommet du Berghof semblait ignorer le conflit qui dévastait l'Europe. Parfois, en regardant depuis son balcon, il avait du mal à relier cette apparente normalité à ce qu'il savait qui se déroulait au-delà des montagnes. Ce monde de privilèges et de distance prit fin en 1945. Ce qui avait été un environnement ordonné, presque irréel, se transforma en l'épicentre de l'effondrement. Rochus Mich au cœur du bunker du Reich. À la mi-avril 1945, commença ce que Rochus Mich décrirait comme la véritable vie dans le bunker. Hitler descendit dans l'abri souterrain où il passerait ses derniers jours. Eva Braun s'installa définitivement dans son vestiaire et n'en ressortit plus. À partir de ce moment, toutes les réunions stratégiques eurent lieu dans la salle des cartes du Führerbunker. La centrale téléphonique devait rester opérationnelle sans la moindre interruption. C'est alors que le commandant de l'escorte SS, Franz Schädle, s'approcha de lui. Sans besoin de longues explications, Mich comprit immédiatement ce qui l'attendait. Il devait, lui aussi, se transférer dans le bunker. Avec son tapis de sol sous le bras, il descendit les couloirs menant aux pièces souterraines. À chaque pas, son malaise grandissait. Il n'avait jamais eu peur des espaces clos, mais cette expérience lui fit comprendre ce que signifiait réellement la claustrophobie. La dernière portion de la descente était fermée par une porte qui restait close en permanence. À côté, l'un des gardes était en poste, parfois accompagné d'un agent du RSD, chargé de surveiller la sortie de secours. Mich déploya son tapis de sol pour la première fois dans ce qu'il décrivit comme un enfermement en vie. Son unique lien avec le monde extérieur était le téléphone. C'est littéralement au combiné qu'il allait passer ses journées. L'environnement était inhospitalier. Lumière blanche permanente, humidité constante et murs froids. Savoir qu'Hitler partageait ces mêmes conditions n'était en rien un réconfort. À ce stade, chacun devait affronter ses propres démons. Il n'avait pas d'horaire fixe. Lorsqu'il souhaitait se reposer, il appelait son remplaçant, Retzbach, au standard de la nouvelle chancellerie. Celui-ci acceptait à contre-cœur. L'atmosphère était lourde, et dans le bunker principal, encore davantage. Quiconque descendait avait le regard perdu. L'endroit ressemblait à une crypte vivante. Depuis son poste, Mich observait chaque mouvement. Tous ceux qui voulaient voir Hitler passaient devant sa centrale. Personne ne restait plus de 20 minutes. Même d'anciens camarades, comme Wilhelm Mohnke, évitèrent les conversations. Dans cet environnement sombre, les derniers occupants du bunker étaient peu nombreux. Hitler, Eva Braun, Heinz Ling, le docteur Morel, le technicien Henschel et Mich lui-même. À partir du 22 avril, la routine à la chancellerie fut complètement bouleversée. Les bombardements commencèrent à tomber avec une fréquence imprévisible, obligeant le personnel à se déplacer entre les étages supérieurs et les couloirs souterrains. Lorsque le ciel restait silencieux, les activités reprenaient en surface. Cependant, au moindre signe d'alerte, toute l'équipe descendait dans le bunker. Même Hitler quitta ses appartements privés pour s'installer dans celui qui servait désormais de centre d'opération. C'est dans ce même espace qu'on installa la centrale téléphonique dont la supervision fut confiée à Rochus Mich et à une équipe réduite. La structure de l'abri était très éloignée des représentations modernes d'un quartier général blindé. Les pièces étaient exiguës, fonctionnelles, sans aucun confort. Dans l'aile gauche, Hitler disposait de 2 petites chambres contiguës. L'une d'elles était occupée par Eva Braun. De là, les couloirs menaient à des sanitaires rudimentaires, à une sortie de secours vers le jardin, et dans l'autre direction, aux zones techniques, générateurs, machines et cœur du système de communication. Cette section était occupée par du personnel hautement spécialisé, tandis que Mich veillait à ce que le réseau téléphonique reste opérationnel sans interruption. Durant ces jours, Mich circulait continuellement entre la nouvelle chancellerie et le bunker, selon les exigences du service. Lors de l'un de ces trajets, il emprunta le passage connu sous le nom de 3912 pour vérifier s'il devait reprendre ses fonctions de communication. Dans un premier temps, on lui répondit qu'il n'y avait pas de nouveauté significative. Pourtant, à peine une demi-heure plus tard, il fut appelé d'urgence.
Une transmission clé venait d'être interceptée. Le message était direct. Depuis le front allié, on faisait pression sur le haut commandement allemand pour maintenir la défense de Berlin pendant au moins 2 ou 3 semaines supplémentaires. La nouvelle provoqua un choc violent chez Hitler, qui envisageait déjà des solutions définitives. L'idée d'un conflit entre les soviétiques et les forces occidentales restait vivace dans son esprit, et cette communication semblait confirmer cette possibilité. Pour Misch, si ce message n'avait pas été intercepté, Hitler aurait pris sa décision finale le 22 même. En dépit du chaos extérieur, les lignes téléphoniques restaient en service. Depuis la centrale, on traitait des messages prioritaires entre les états-majors, certains audibles partiellement. On captait aussi des fragments de conversation entre des fronts désorganisés, des rumeurs de reddition, des supplications angoissées et les signes évidents d'une structure militaire en train de se désintégrer. Le bunker, pourtant, résistait aux attaques. Contrairement à ce que suggérait sa réputation, l'endroit n'hébergeait que le personnel strictement indispensable. Ceux qui n'étaient pas essentiels se retiraient en silence. La tension montait dans un calme épais, à peine perturbé par les impacts en surface ou par les pas de ceux qui descendaient en sachant qu'ils ne remontèrent peut-être jamais. Ce même jour, Hitler renforça sa méfiance. La confirmation que Heinrich Himmler tentait d'entamer des négociations avec les Alliés déclencha sa fureur immédiate. Pour lui, toute tentative d'accord sans son aval était une trahison absolue. Les conséquences furent immédiates. De nouveaux ordres, de plus en plus radicaux, furent émis sous la conviction que la fin était proche. À mesure que l'étau se resserrait autour de Berlin, l'atmosphère à l'intérieur du bunker devenait de plus en plus étouffante. Rochus Misch, pris entre les messages interceptés et les ordres de dernière minute, ne quittait presque plus son poste. Le 26 avril, il monta pour la dernière fois dans son ancienne chambre. À l'entrée, le corps d'un soldat gisait, écrasé sous les décombres, bloquant partiellement le passage. Il ne s'arrêta pas et traversa la pièce sans se retourner. Ce fut sa dernière nuit hors de l'abri souterrain. Durant les jours suivants, il resta attentif à chaque appel, alors que les messages devenaient de plus en plus confus. La nuit du 28, alors que tout semblait sur le point de s'effondrer, le testament politique de Hitler fut rédigé, et Misch en fut témoin depuis son poste, sans jamais lâcher le téléphone. À l'approche du mois de mai, la pression sur Berlin atteignait un point critique. Les communications, bien que toujours en fonctionnement, devenaient de plus en plus difficiles. Au cœur de cet effondrement progressif, Misch s'accrochait à une routine faite de tours de garde, d'appels incessants et de rares moments de repos, essayant de préserver son équilibre mental pendant que tout s'écroulait autour de lui. Le 26 avril, profitant de l'un de ses derniers moments de repos hors du bunker, Misch monta jusqu'à son ancienne chambre. Sur le seuil, il trouva le corps sans vie d'un membre du Volkssturm, écrasé par les décombres du bâtiment. Il l'esquiva sans s'arrêter. Cette nuit-là serait la dernière qu'il passerait hors du sous-sol avant la mort d'Hitler. Ce soir-là, 2 visiteurs inattendus firent leur apparition dans le refuge. La pilote Anna Reitsch et le général von Greim étaient parvenus à atterrir sur une avenue en ruine, sous le feu ennemi. Greim, blessé, fut transporté sur une civière jusqu'à Hitler. Reitsch, quant à elle, resta près de la zone téléphonique. Là, au milieu des explosions lointaines, elle partagea un verre de vin avec les personnes présentes. Peu après, Magda Goebbels se présenta au bunker. Reitsch tenta de la convaincre d'évacuer ses 6 enfants par voie aérienne, mais la réponse fut négative. Pendant ce temps, Greim revint chancelant de son entretien avec Hitler. Il venait d'être nommé nouveau commandant en chef de la Luftwaffe, en remplacement de Göring, dont l'arrestation immédiate à Obersalzberg venait d'être ordonnée. La tension continuait de monter, et ce même jour, Misch fut témoin des premiers signes de paranoïa ambiante. Hermann Fegelein, beau-frère d'Eva Braun et haut-officier SS, avait disparu. Il fut retrouvé en état d'ébriété, en possession de devises étrangères et accompagné d'une femme étrangère à sa famille. Après sa capture, il fut dégradé puis exécuté, sans qu'aucun ordre écrit ne le justifie. L'affaire fut étouffée. Le lendemain, une nouvelle révélation secoua le bunker. Himmler avait tenté d'ouvrir des négociations avec les Alliés.
Hitler réagit avec une fureur explosive, comparable à celle suscitée des années auparavant par la fuite de Rudolf Hess. En réponse, il ordonna à Reich et Greim de décoller immédiatement pour l'arrêter. C'était une issue possible. Toutefois, ils préférèrent rester. Dans la nuit du 28 au 29 avril, Hitler épousa Eva Braun lors d'une brève cérémonie privée. Peu après, il dicta son testament politique, qui fut dactylographié par Traudl Jung. L'atmosphère devenait de plus en plus irrespirable. En parallèle, le chien Blondie fut empoisonné, afin de tester la méthode envisagée pour la fin. Les chiots furent également exécutés peu après. Après plusieurs jours plongés dans l'incertitude, la matinée du 30 avril arriva sans le moindre signe d'apaisement. Peu avant l'aube, un message du maréchal Keitel confirma l'inévitable. Il n'existait plus aucune possibilité de rompre l'encerclement soviétique autour de Berlin. Vers midi, le général Weidling notifia que les forces ennemies étaient déjà dangereusement proches du secteur gouvernemental. C'est alors qu'Hitler apparut brièvement près du poste téléphonique. Il s'arrêta face à Rochus Mich, le regarda avec une expression éteinte, comme s'il voulait transmettre quelque chose qu'il n'arrivait déjà plus à formuler, mais il resta silencieux. Sans prononcer un mot, il fit demi-tour et retourna dans son bureau. Peu après, l'agitation dans les couloirs commença à s'intensifier. Les conversations devinrent à peine audibles, murmurées, et parmi les voix, on distinguait clairement celle de Hitler lui-même, qui parlait calmement, entouré de Goebbels, Bormann, Linge et de quelques autres. Ce serait la dernière fois que sa voix serait entendue. Peu avant 3 heures de l'après-midi, Eva Braun entra derrière lui dans la pièce. Elle portait une robe bleu foncé à col blanc. Pour Mich, elle fut la seule à sembler affronter son destin avec une véritable sérénité. Günche referma la porte avec fermeté et indiqua qu'il ne fallait pas être dérangé. Les personnes présentes se retirèrent en silence. Ce qui suivit fut un silence absolu. Seul Henschel et un agent du service de sécurité restaient près de la centrale téléphonique. Ce dernier avait reçu l'ordre explicite de se charger de la crémation, car Hitler ne voulait pas que son cadavre tombe aux mains de l'ennemi. L'exécution brutale de Mussolini et la profanation de son corps l'avaient profondément marqué. Plusieurs minutes passèrent, jusqu'à ce qu'un cri rompe l'attente. Quelqu'un appela Linge. Aucun coup de feu ne fut entendu, mais tous comprirent immédiatement ce qui s'était passé. Linge et Günche entrèrent dans le bureau et Mich jeta un bref coup d'œil. Eva Braun reposait sur le canapé, la tête penchée. À ses côtés, Hitler restait assis, voûté, les yeux ouverts. On ne voyait pas de sang. Mich se retira aussitôt. En repassant dans le couloir, il vit que le corps d'Hitler était déjà enveloppé dans une couverture grise, ses bottes dépassant. Il fut transporté à l'extérieur avec celui d'Eva, où, sous le feu ennemi, la crémation commença. Simultanément, les premiers contacts furent établis avec les troupes soviétiques. Un câble fut tendu jusqu'à la rue Zimmerstrasse et après une brève attente, une voix en russe répondit à l'autre bout du fil. À cet instant précis, Mich entendit le chant des enfants Goebbels. Ils jouaient en cercle, sans savoir que ce serait leur dernier coucher de soleil. À ce stade, le bunker était presque désert. Lorsqu'on demanda à Mich qui restait encore sur place, il put à peine mentionner Linge et quelques visages connus. La centrale téléphonique fonctionnait encore, mais les appels n'étaient plus ni opérationnels ni stratégiques. C'étaient des supplications désespérées, adressées au numéro 12 0050. À l'autre bout du fil, on entendait des sanglots, des récits de viols, de chaos total dans les rues, d'une fin imminente. De là, il n'y avait plus rien à répondre. Parfois, c'était Goebbels lui-même qui répondait aux appels depuis la centrale. Son assistant le faisait aussi, bien que cette routine n'ait pas duré longtemps. À l'aube du 1er mai, le ministre s'approcha de Mich, le visage contenu. Il lui dit, avec un calme en décalage complet avec le chaos ambiant, « Nous avons appris à vivre. Maintenant, nous devons apprendre à mourir. » Puis, il l'autorisa à quitter le refuge. Avant de partir, Mich déconnecta tous les systèmes. Il coupa les lignes, éteignit les appareils et ferma le réseau de communication. Il informa Henschel que plus rien ne fonctionnait. Il ne restait plus que 2 debout. Peu après, Mich crut apercevoir Goebbels dans sa chambre.
Plus tard, tant Schedel que Hirschfeld lui confirmeraient que le ministre avait tenté de se suicider avec de l'essence, mais que l'air vicié du bunker avait empêché les flammes de prendre. Concernant Magda Goebbels, son témoignage fut tout aussi clair. Après avoir empoisonné ses enfants et lancé les cartes du tarot, elle s'éloigna en silence. Elle ne revint pas et il ne la revit plus. Avec le temps, le nombre de personnes présentes se réduisit au strict minimum. Dans les derniers instants de cet enfermement, il ne restait plus que Mich, le docteur Naumann et le Wels. Une explosion proche fit trembler la structure. L'entrée fut bloquée, l'air était épais, la lumière rare. Ils restèrent sous terre, coupés du monde, tandis qu'au-dessus d'eux, Berlin se transformait en ruine. N'ayant plus de fonction assignée, Rochus Mich fit ses adieux au technicien Johannes Henschel. Ils échangèrent tous deux des lettres à destination de leurs épouses, au cas où l'un d'eux ne survivrait pas. Au lieu de porter son uniforme de cérémonie, Mich choisit celui de campagne, plus discret, et prit avec lui son pistolet réglementaire. Il descendit ensuite vers les sous-sols, où il reçut les dernières instructions de Schedel, qui se donna la mort peu après. Par une fenêtre du palais Borzig, Mich parvint à sortir à l'extérieur. Il traversa la zone de Kaiserhof et réussit à atteindre le réseau de métro. Le trajet, toutefois, était loin d'être sûr. Il croisa des cadavres éparpillés, des civils cachés parmi les décombres, et au milieu de ce chaos, deux jeunes jouant de la guitare comme si le monde ne s'était jamais effondré. Plus tard, il retrouva Linge et d'autres fugitifs. Ensemble, ils tentèrent de traverser le pont de Weidendammer, mais le feu soviétique les força à battre en retraite. Ils cherchèrent alors une voie alternative, grimpèrent par un conduit d'aération et émergèrent juste devant un groupe de soldats de l'armée rouge. Il n'y avait plus d'échappatoire. La fuite était terminée. Mich jeta son arme dans l'obscurité. Il n'y avait plus aucun sens à la garder. Peu après, il brisa sa montre suisse, un cadeau d'un diplomate étranger, en l'écrasant du pied. Linge l'imita. Près d'eux, un soldat soviétique, visiblement ivre, ouvrit le feu sur ses propres camarades. La scène, par moments absurde, frôlait la tragédie. Linge, bouleversé, tenta de se suicider, mais Mich réussit à l'en empêcher à temps. Ils se séparèrent peu après. Ils ne se reverraient jamais. Cette nuit-là, Mich la passa à la Belle Étoile, dans les environs de Berlin-Bück. Le lendemain, tous deux furent capturés et transférés au camp de prisonniers de Landsberg, en der Warthe. Là, une vieille connaissance lui raconta que, durant l'incinération des corps de Hitler et Eva Braun, deux civils s'étaient approchés du mur du ministère des Affaires étrangères. Ils furent immédiatement exécutés. Personne ne put jamais identifier qui ils étaient. Parmi les captifs, Mich reconnut Helmut Frick, désormais affilié au Comité national pour une Allemagne libre. Son changement de loyauté était évident. Plus tard, dans la ville de Posen, il rencontra Hans Bohr, le pilote personnel de Hitler. Il avait perdu une jambe, amputé sans anesthésie et à l'aide d'un couteau de poche. Malgré la douleur, il restait digne. Lors de son transfert à Moscou, il demanda que Mich l'accompagne. Mais ils ne se rendèrent pas dans un hôpital. La destination était la prison de Butyrka, puis le siège des interrogatoires de la Loubianka. 9 ans de prison, les conséquences de la chute du Reich. Après avoir accepté d'accompagner Hans Bohr, Rochus Mich fut transféré à la prison de Butyrka, à Moscou. Il partageait une cellule avec le pilote, qui ne recevait déjà plus de soins médicaux. Les conditions étaient extrêmes, humidité, froid constant et aucune possibilité de guérison. Bohr, affaibli, désigna Mich aux enquêteurs. Ce fut le début du supplice. La séparation d'avec Bohr marqua un tournant. Les séances d'interrogatoire devinrent systématiques et violentes. Les officiers soviétiques refusaient d'accepter la mort de Hitler comme un fait accompli. Ils l'interrogeaient encore et encore sur l'endroit où il se trouvait, sur sa supposée fuite. Ses réponses étaient rejetées à coups de poing, de menaces et de destruction théâtrale de ses déclarations, même si ensuite elles étaient confrontées à des versions précédentes. Tout indiquait qu'ils savaient qu'il disait la vérité, mais ils insistaient pour le briser. La violence ne tarda pas à s'intensifier, les coups au visage, les coups de pied alors qu'il gisait au sol et les nuits entières sans repos constituèrent une routine destinée à le briser.
On le faisait rester debout pendant des heures dans une cellule étroite. Les interrogatoires commençaient après minuit et étaient accompagnés de passages à tabac brutaux, utilisant des livres, des poings ou n'importe quel objet à portée de main. Lors d'un des épisodes les plus cruels, il fut déshabillé, fouetté jusqu'à perdre connaissance et abandonné sur le sol sale, où une médecin appliqua une pâte verte sur ses blessures sous le regard moqueur des gardes. Épuisé par l'usure, il alla jusqu'à rédiger une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, dans laquelle il ne demandait pas la clémence, mais sollicitait d'être exécuté. La réponse fut une nouvelle séance de châtiment, cette fois habillé, comme si l'humiliation ne devait pas s'interrompre, même dans sa dernière requête. Pourtant, de façon inattendue et sans explication, les agressions cessèrent. Durant les semaines suivantes, il fut mieux nourri et reçut des vêtements. En avril 1946, il fut transféré à Berlin pour témoigner au procès de Nuremberg. Il fut alors enfermé à la prison de Lichtenberg, où il ne reçut presque pas d'eau et dut utiliser le même récipient pour tous ses besoins. Bien qu'on lui ait promis une visite de sa femme et de sa fille, elle n'eut jamais lieu. Il resta 7 semaines sans aucun contact. De retour à Moscou, il fut de nouveau enfermé à Butyrka. Cette fois, il partagea sa cellule avec Gotthold Stark, un ancien diplomate pieux qui partageait avec lui nourriture et cigarettes. Grâce au code Morse, ils entrèrent en contact avec un prisonnier voisin, un capitaine de cavalerie lituanien qui était seul depuis 3 ans. L'échange avec lui, bref mais humain, révéla le désespoir qui régnait en ces lieux. Par la suite, Rochus fut transféré à la prison militaire de Moscou. Il y resta plusieurs années. Bien que les coups aient cessé, l'enfermement, lui, continuait. Après son séjour dans la prison militaire de Moscou, Mich partagea sa cellule avec divers prisonniers. L'un d'eux fut un général japonais, avec lequel il réussit à entretenir une relation cordiale, malgré la barrière linguistique. Il se souvient également d'un joueur d'échecs estonien qui, vexé d'avoir perdu une partie, cessa de lui parler pendant plusieurs jours. C'étaient de petites trêves humaines, au milieu de l'isolement. Après 3 ans, il fut transféré dans un camp proche de Djezkazgan, au Kazakhstan. Le trajet, dans des wagons à bestiaux pendant plus d'1 mois, se fit en compagnie de criminels russes. Il voyageait allongé, sans espace pour se redresser, endurant douleurs physiques et silence absolu. À leur arrivée, il resta un temps dans le camp spécial avant d'être conduit à Karaganda, une zone minière où se trouvaient de nombreux prisonniers. Dans le camp de travail, Mich fut jugé apte aux tâches physiques. Il intégra une petite brigade chargée de réparer des bâtiments à Rudnik, une localité voisine. Là, il travailla comme peintre d'affiches et de panneaux en russe et en allemand, une activité qui lui rappelait son métier d'avant-guerre. Les conditions y étaient moins sévères. Il pouvait cuisiner, se déplacer avec une certaine liberté et recevait une maigre rémunération. Pendant cette période, il fit la connaissance de Sepp Platzer, ancien assistant de Rudolf Hess. Ce fut également à ce moment-là qu'il reçut pour la première fois du courrier de sa famille. Une lettre de son épouse et une autre de sa tante confirmaient qu'il savait enfin qu'il était encore en vie. Peu de temps après, sans préavis ni procès, il fut informé qu'il avait été condamné à mort. Il ne sut jamais ni quand ni comment cette sentence avait été prononcée. Toutefois, elle fut remplacée par une peine de 25 ans de travaux forcés. En 1950, il fut transféré à Borovichi, près de Leningrad. Là, il croisa brièvement Hans Bauer et fit la connaissance de membres de la division bleue, comme le capitaine de la Roca. Il fut impressionné par la solidarité des prisonniers espagnols, qui restaient unis malgré leurs différences politiques. En revanche, les Allemands restaient isolés les uns des autres. Dans le camp, un prisonnier nommé Kruse était connu pour dénoncer ceux qui prenaient de la nourriture en plus. Un jour, le lieutenant Schmidt le confronta et lui conseilla de ne pas se présenter au travail. Kruse n'en fit rien. Alors qu'il transportait une marmite, Schmidt s'approcha par derrière et l'élimina. Depuis ce jour, on le surnomma Schmidt à la hache. Mich ne fut pas témoin de l'événement, mais c'était un sujet récurrent dans le camp. Quelque temps plus tard, il fut transféré à Stalingrad. Sans le savoir, ce serait la dernière destination de sa captivité. À la fin de l'année 1953, un transport le ramena finalement en Allemagne. Peu après Noël 1953, le train dans lequel voyageait Mich s'arrêta à Fürstenwalde, un camp d'accueil pour prisonniers établi par le NKVD.
On leur retira leurs vêtements de détenus pour leur remettre des habits civils. Bien qu'ils se méfiassent toujours des autorités soviétiques, on les informa qu'ils devaient prendre un autre train à destination de Friedland, en zone britannique. Face à cette incertitude, Mich et 5 de ses camarades prirent une décision risquée, s'évader. Profitant de la proximité d'une station de tramway, ils réussirent à monter dans une rame en direction de Berlin. À travers les vitres embuées, Mich aperçut une pancarte portant le mot « Neukölln » et comprit immédiatement qu'il se trouvait dans le secteur occidental. À l'arrivée, ils descendirent du tramway et prirent un taxi sans le payer. Le chauffeur, les ayant reconnus comme des rapatriés, les transporta sans poser de questions. Il déposa d'abord son camarade à Britz, puis Mich à Rudow. En descendant, il reconnut les rues de son ancien quartier. Le 31 décembre, exactement le jour de son anniversaire de mariage, il arriva au domicile de ses beaux-parents, où son épouse Gerda vivait avec leur fille. Les retrouvailles, cependant, furent difficiles. 9 années d'absence avaient changé bien des choses. Gerda avait une autre relation. Son beau-père était décédé, et sa fille le connaissait à peine. Peu de temps après, il tenta de se suicider en se jetant dans la rivière Havel, mais fut sauvé. Gerda, malgré tout, lui proposa de recommencer à zéro. Dans les semaines qui suivirent, Mich envoya des lettres de ses anciens camarades à leur famille, ainsi que de petits colis à ceux qui étaient encore captifs. Il dissimula même des messages dans les manches de pinceau creux pour contourner la censure. Le ministère des Affaires sociales les envoya en vacances dans le sud de l'Allemagne dans le cadre d'un programme de réintégration destiné aux rapatriés. Il tenta de reprendre une vie professionnelle. Il essaya une formation de dessinateur technique sans succès. Il refusa plusieurs emplois peu motivants, jusqu'à ce qu'il reçoive l'aide d'une association de soutien aux anciens prisonniers. Grâce à des contacts politiques, il obtint un prêt de 28 000 marks et put acquérir une boutique d'articles d'art et de décoration à Berlin-Schöneberg. À partir de là, il commença à reconstruire sa vie depuis une nouvelle position. Malgré sa réinstallation à Berlin, le lien de Rochus Mich avec son passé ne s'était pas totalement rompu. En 1963, à la veille de la visite de John F. Kennedy dans la ville, il reçut une mission inattendue. Des agents américains le contactèrent et lui proposèrent de collaborer comme observateur civil dans la zone de la mairie de Schöneberg, où devait avoir lieu l'événement principal. Sa tâche consistait à surveiller un carrefour précis et à signaler toute activité suspecte via un numéro de téléphone. Personne ne lui expliqua comment il l'avait retrouvé, ni pourquoi il le jugeait apte à cette mission. Il ne posa pas non plus la question. La boutique qu'il gérait dans la Kolonnenstrasse se trouvait à environ 2 km du lieu de l'événement, un emplacement considéré comme stratégique. Pendant la journée, il resta attentif, bien qu'il ne détectât rien d'inhabituel. Depuis la foule, il assista au célèbre discours dans lequel Kennedy prononça sa phrase devenue célèbre « Ich bin ein Berliner ». Des années plus tard, il se souviendrait avec ironie que sa seule récompense fut que la CIA lui paya, pendant 1 an, sa facture téléphonique. Avec le temps, les engagements publics devinrent plus fréquents, bien que ce ne fût pas de son initiative. Gerda, déjà pleinement intégré dans la vie politique locale, fut élu député au Parlement de Berlin pour le SPD en 1975. Ils assistaient souvent ensemble à des événements officiels où ils côtoyaient des figures éminentes du parti, telles que Joachim Lipschitz, Klaus Schütz, Walter Momper ou même Willy Brandt. Bien que chacun sût qui il était, le passé n'était jamais évoqué. Il régnait un silence tacite, respecté par tous. Lors de l'un de ces événements, pendant la visite de la reine Élisabeth II à Berlin en 1978, il accompagna son épouse à une exposition à Charlottenburg. Là, il croisa le prince Philippe. Tous deux, peu intéressés par l'aspect artistique de la visite, engagèrent une conversation informelle. Le duc, reconnaissant, accepta d'être accompagné pour visiter les jardins dessinés par Peter Joseph Lenné. Il ne sut jamais avec qui il avait partagé cette promenade. Comme tant d'autres fois, l'ancien garde du corps resta en retrait. Bien qu'avec le temps Rochus Mich ait atteint une certaine stabilité, il ne se détacha jamais complètement de son passé.
Pendant des années, il eut peu de contact avec ses anciens camarades, bien qu'il croisât à l'occasion des figures issues de l'entourage proche de Hitler. Parmi elles, Wilhelm Mohnke, son ancien commandant, qu'il retrouva lors d'une réception organisée par Hans Bauer, l'ancien pilote du Führer. Mohnke l'invita à plusieurs reprises à lui rendre visite à Hambourg, mais la boutique et la routine quotidienne l'en empêchèrent. Dans d'autres circonstances, les rencontres furent plus inattendues. Un après-midi, alors qu'il déjeunait avec son épouse dans un restaurant, il reconnut le serveur. C'était un ancien prisonnier, connu parmi les captifs sous le surnom de Schmidt la Hache, impliqué dans un incident violent survenu dans le camp de Sverdlovsk. Aucun des deux ne fit référence à leur passé commun. Ce n'est qu'au moment des adieux que Mich lui remit discrètement son adresse. Quelques semaines plus tard, l'homme se présenta à sa boutique. Il avait été jugé pour l'affaire à son retour en Allemagne, mais avait été acquitté. Pendant des décennies, Mich choisit l'anonymat. Son silence s'expliquait en partie par la carrière politique de Gerda. Il évitait les interviews et ne parlait pas publiquement de son passé. Ce n'est que dans les années 70 qu'il accepta une conversation avec James O'Donnell, un historien américain, bien qu'il ne fût pas satisfait du résultat. Selon lui, bon nombre des publications ultérieures avaient exagéré les faits et multiplié le nombre de personnes présentes dans le bunker, alors qu'en réalité, très peu étaient autorisés à y rester. Il mentionna même que des figures comme Rattenhuber ou Bauer n'étaient jamais descendues, du moins pas pendant son service. L'excès de version et la pression médiatique croissante l'éloignèrent également de ceux qui, eux, y avaient réellement été. Otto Günsche, par exemple, finit par couper le contact avec lui après qu'un tiers, à qui Mich avait donné son numéro, se mit à le harceler de questions. Tous deux décidèrent de se retirer. En 1982, il donna sa première interview télévisée à une équipe australienne. Après cela, il parvint à retrouver une certaine tranquillité. Il continua de gérer sa boutique jusqu'à l'âge de 68 ans lorsqu'il la céda à un ancien collaborateur. Durant ces dernières années, il s'occupa de son épouse, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il fut témoin de sa détérioration progressive et assuma les soins quotidiens jusqu'à la fin. Avec le temps, la vie de Rochus Mich se réduisit à un espace de plus en plus silencieux. Après le décès de son épouse, il continue à vivre seul dans l'ancienne maison de ses beaux-parents, à Berlin. Bien qu'il ait pu s'établir professionnellement et maintenir une certaine stabilité durant sa vieillesse, sa relation avec sa fille ne se rétablit jamais complètement. Ces années d'absence avaient laissé une distance difficile à combler. Lorsqu'il réapparut dans sa vie, il n'était plus seulement un père. Il apportait avec lui l'ombre du régime qu'il avait servi. Pour Gita, formé en tant qu'architecte, l'un de ses principaux projets fut la restauration de synagogues. Elle était convaincue d'avoir des racines juives du côté maternel. Avec le temps, elle devint mère de 2 fils, Rochus et Alexander. Après des décennies dans l'ombre, Mich commença à recevoir fréquemment des lettres et des demandes d'interview. Chercheurs, étudiants et journalistes, nombreux venus d'Europe de l'Est ou de Russie, lui faisaient parvenir de longs questionnaires. Bien qu'il ne répondît pas toujours immédiatement, il ne manquait jamais de le faire. Parmi les questions les plus souvent posées, une revenait sans cesse. À quel moment a-t-il su que tout était perdu ? Il répondait souvent tardivement, mais sans éluder. Il en profitait pour insister sur un message qu'il répétait avec conviction. La guerre est la plus grande erreur de l'humanité. Rien ne la justifie. Ce fut une tragédie à l'époque, et cela en reste une aujourd'hui. Dans un monde où tout peut être observé depuis chez soi, il est incompréhensible que nous n'ayons pas encore tiré les leçons. Mich avait mené des recherches sur sa propre généalogie. Il découvrit qu'un de ses ancêtres, Paul Mich, avait servi dans l'armée de Wallenstein au cours du XVIIe siècle. Son père avait combattu pendant la Grande Guerre et était mort des suites de ses blessures. Lui-même avait combattu lors de la Seconde Guerre mondiale, terminant au cœur de l'effondrement nazi, puis en prison soviétique. À ses petits-enfants et à ceux de cette nouvelle génération née en liberté, il ne souhaitait qu'une chose, qu'ils sachent apprécier la possibilité de choisir. De son temps, rappela-t-il, il n'avait pas eu d'autre choix que de devenir soldat. Avec la mort de Bernd Freytag von Loringhoven, Armin Lehmann et Siegfried Knappe, Mich devint le dernier témoin direct des derniers jours dans le bunker.
Il mourut à Berlin le 5 septembre 2013, à l'âge de 96 ans, après avoir vécu tous les régimes allemands du XXe siècle. Le parcours de Rochus-Misch condense les contradictions d'un siècle marqué par le totalitarisme, la guerre et la reconstruction. Il ne fut pas un acteur politique ni un criminel de haut rang, mais sa proximité avec le pouvoir fit de lui un témoin gênant. Il ne renia jamais son passé, mais ne le glorifia pas non plus. Sa vie reflète le fait que l'histoire ne s'écrit pas seulement avec de grandes décisions, mais aussi avec des silences, des loyautés et des omissions. Son témoignage, sans chercher à justifier, apporte une perspective brutale sur ce que signifie être complice par obéissance, habitude ou instinct de survie.